Merci beaucoup et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour le deuxième jour de la quatrième colloque annuel du KIC. Je m'appelle Ian McPherson, je dirige l'équipe du KICS au GPE et je suis basé à Washington, D.C. aux États-Unis. La réunion d'aujourd'hui aura une interprétation simultanée disponible en français, anglais, espagnol. Donc avant de commencer, veuillez sélectionner votre langue d'interprétation sur l'icône du globe au bas de l'écran. Vous voyez une illustration sur la diapositive à l'écran. Veuillez alors sélectionner votre langue en cliquant sur l'icône du globe en bas de l'écran. If you do need assistance, please write in the chat and one of our co-hosts will be happy to support you. Si vous avez besoin d'assistance, mettez un message dans le chat et un de nos collègues sera ravi de vous aider. Comme vous l'avez vu hier, pour ceux qui étaient avec nous, on essaye un format différent cette année, avec une réunion ouverte plutôt qu'un webinaire, pour essayer de rassembler l'esprit collectif du KICS. Donc, si votre bande passante le permet, nous vous encourageons à garder votre vidéo allumée, surtout pendant les sessions par petits groupes, et nous vous encourageons également à utiliser le chat pour poser des questions, publier vos réflexions et discuter les uns avec les autres. Donc, on compte tous sur vous pour couper votre micro lorsque vous ne parlez pas. Et lorsque vous rejoignez la session par petits groupes, vous pouvez utiliser la fonction de main levée au bas de l'écran quand vous souhaitez prendre la parole. Et n'oubliez pas à ce moment-là d'activer votre micro. L'ordre du jour aujourd'hui, des remarques d'ouverture du CRDI et du GPE. Je vais vous présenter ces deux intervenants très vite. On va également écouter une discussion entre les chercheurs et les politiques qui travaillent ensemble pour transformer les données probantes en action. Vous aurez ensuite la possibilité de participer à un atelier actif pour aller un peu plus en profondeur sur la façon dont on peut combler les lacunes entre ces données probantes et les politiques et pratiques d'éducation. Et en fin de journée, nous allons nous réunir à nouveau pour dire au revoir avant la clôture. Donc avant de commencer, on voulait partager quelques-uns des messages clés que vous avez publiés dans le chat à la fin de la session d'hier. On espère que la mise à l'échelle est plus un art qu'une science. Ce n'est pas linéaire, mais c'est très important. On peut agir sur une partie du système et ce petit coup de pouce peut avoir un impact sur l'ensemble du système. Une autre conclusion intéressante, c'est que les relations avec les parties prenantes établies dès le début et faire en sorte qu'ils participent à la recherche aide à renforcer ces partenariats. Alors, comme nous l'avons étudié hier, comment transformer les données probantes en action, transformer les systèmes éducatifs. Donc, pour commencer sur cette discussion d'aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Nasser Faroukoui, qui est directeur de l'éducation et de la science au CRDI du Canada. Et je suis également ravi de vous présenter Margarita Focus-Lirt, gestionnaire des partenariats au GPE. Bienvenue Nasser et Margarita, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Ian, c'est vraiment un plaisir d'être ici et d'être en partenariat avec le GPE sur le programme KIC. C'est super de voir ces messages de la session d'hier sur la mise à l'échelle. Et je suis vraiment ravi d'être ici pour vous parler, puis pour écouter sur la transformation des données probantes en action. Le CRDI est très heureux d'avoir obtenu l'extension qui va permettre 3 années de plus pour le KICS de se développer. Et on est ravi de voir des projets de recherche qui illustrent des exemples concrets. Le KICS, les projets du KICS ont produit des données probantes qui lient directement aux priorités nationales, avec une collaboration avec les ministères de l'Éducation, le perfectionnement des enseignants et les gens de la société civile. Et la recherche est conçue pour répondre à leurs besoins.
et prendre en compte leur point de vue. Ils peuvent être impliqués dans la réflexion sur les données au sein des équipes de recherche. Parfois, ils co-développent des recommandations et certains projets sont co-créés avec les parties prenantes. Cette approche a aidé à combler les lacunes entre les chercheurs et les utilisateurs de la recherche et à jeter des passerelles entre les deux pour bien utiliser les données probantes fournies par le KIX. Comme on l'a entendu hier, les gouvernements d'Ouganda, de Soudan utilisent ces techniques pour faciliter l'accès à des apprentissages de qualité pour les réfugiés, notamment. Euh, le programme pour les jeunes filles, les adolescentes, a été créé avec des agents du ministère, des professeurs, des enseignants, et le ministère de l'Éducation de Tanzanie a approuvé des documentations pour renforcer la sécurité dans les écoles. Le KIX a été invité au Zimbabwe pour développer des compétences particulières au niveau des écoles. Et le ministère de la Zambie réfléchit à inclure le programme dans ses politiques à l'heure actuelle. Avec l'extension du KIX, les pôles régionaux conçus euh, en consultation avec les pays partenaires, surtout pour les nouveaux pays qui nous rejoignent, vont travailler sur la mobilisation des données probantes. Par exemple, au Salvador, pour l'éducation à la petite enfance, c'est une priorité nationale et son pôle régional a facilité l'apprentissage lorsque en, en Ouganda, le pôle régional a permis au pays d'apprendre de ce qui avait été fait au Kenya avec de nombreux événements en Afrique basés sur les compétences. Cette année, nous avons une nouvelle recherche avec une demande nationale identifiée par les pôles régionaux et nous allons bientôt annoncer de nouveaux projets pour renforcer les systèmes de données et l'égalité entre les sexes. Et puis, le site web du CRDI est actuellement ouvert. Nous allons donner la priorité au financement pour ces pays-là. Et vos suggestions sont les bienvenues. Alors aujourd'hui, nous nous alignons sur le mandat du CRDI pour informer les politiques et les pratiques et on essaye continuellement d'apprendre à faire mieux. Les études récentes qu'on a soutenues pour la mobilisation des connaissances révèlent des facteurs qui facilitent l'utilisation des technologies, la crédibilité, la confiance entre les chercheurs et les utilisateurs de ces connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est que les stratégies de mobilisation des savoirs ne varient pas. Ils sont les mêmes. Mais pour jeter des ponts entre les cultures de connaissances, la façon dont les gens apprennent des choses, ça c'est moins bien compris. Surtout le savoir des scientifiques et les savoirs globaux. Donc le CRDI supporte les recherches sur le terrain pour essayer de combler ces lacunes. Et je suis vraiment ravi de ce colloque aujourd'hui où je vais pouvoir vous faire part de mes idées et vous allez pouvoir faire part de vos idées pour transformer les données probantes en action. Mais je passe maintenant la parole à Margarita pour discuter des priorités à venir du KIX. Et c'est vraiment, je le répète, un privilège pour moi et mon équipe de travailler et de collaborer étroitement avec vous, avec le membre du comité exécutif du KIX. Merci beaucoup, Nasser. Merci pour ces remarques d'ouverture qui soulignent vraiment comment le KIX a contribué à aider à soutenir les données probantes pour les politiques. Et merci également, j'apprécie beaucoup, comme toujours, de collaborer avec vous et votre équipe. Je pense que cette collaboration est enrichissante et vraiment plaisante. Je vais donc vous dire quelques mots sur l'avenir du KIX. Le, le KIX par des subventions pour la recherche au niveau nationaux et régionaux et les travaux critiques des pôles régionaux sont une contribution essentielle pour assurer la mission du GPE, c'est-à-dire mobiliser des investissements, transformer les systèmes éducatifs dans les pays en développement et ne laisser personne de côté.
Je voulais aussi souligner que le coût de l'extension au KICS, dont Nasser vient de parler et qui a été approuvé par notre Conseil en décembre dernier, a été poussé par la voix des pays partenaires qui reflétait l'opinion que le KICS ajoutait de la valeur à leur politique, à leur stratégie. Donc avec ça à l'esprit, au cours de l'année qui vient, nous anticipons d'autres développements sur des activités clés. Le travail des pôles régionaux va continuer, y compris la distribution et le recueil de données probantes. 18 nouveaux projets vont commencer à couvrir les systèmes de données et également sur l'égalité entre les sexes. D'ici la fin janvier, presque 15 millions de dollars vont être alloués à de nouveaux projets et nous avons des appels à projets qui sont ouverts sur le perfectionnement professionnel des enseignants et l'éducation à la petite enfance. L'année prochaine, les projets seront lancés par une équipe qui reste à déterminer. Alors cela se passera parallèlement à une étude sur la résilience des systèmes qui sera basée sur les observations de nos équipes en Afrique. L'année prochaine, en début d'année, on s'attend également à l'approbation de la deuxième version de Rosie, la recherche sur la mise à l'échelle de l'impact des innovations dans l'éducation, dont on a entendu parler hier. C'est un projet unique qui supporte les bénéficiaires du KICS dans leur mise à l'échelle et qui explique comment transformer les systèmes éducatifs. D'ici le mois de mars prochain, la première synthèse des recherches du KICS sera disponible. Ces rapports résultent de plus de 12 mois de travail pour examiner les allocations, y compris pour le perfectionnement des enseignants, l'éducation à la petite enfance, les systèmes de données et l'utilisation des données, et l'égalité entre les sexes. En outre, une évaluation sera effectuée des nouveaux mécanismes de soutien au pays dont Nasser a parlé et que le KICS pilote depuis août de cette année. Cela nous aidera à mettre en place des mécanismes de support spécifiques. En outre, nous allons explorer des façons de développer ou d'approfondir les collaborations avec les organisations régionales telles que l'Union africaine dans le contexte de l'année de l'éducation de l'Union européenne qui arrive et le rôle unique du KICS pour pousser l'échange de connaissances dans le Sud global. Alors cela implique des liens plus forts avec les partenaires du monde de l'éducation. Je crois que j'ai déjà vu certains de mes collègues qui sont ici en ligne, que ça va intéresser. L'IOL, c'est le programme du GPE pour supporter l'engagement politique au niveau des... Et nous allons également renforcer les liens avec nos partenaires pour gérer les pôles KICS. Pour ce qui est de la transformation des systèmes, nous allons continuer à élaborer un travail renforcé avec les points de focalisation du GPE, les groupes d'éducation locale qui se réunissent avec des partenaires et puis également des politiques. Ces connexions pratiques vont aider à promouvoir l'adoption de politiques et de connaissances soutenues par le KICS. Et pour finir, j'aimerais simplement répéter que c'est un plaisir de travailler avec le CRDI sur KICS et avec vous tous. Écouter toutes les recherches, les connaissances que le KICS génère, c'est une inspiration. Donc l'engagement et l'intérêt manifeste des partenaires du KICS suggèrent qu'on est sur la bonne voie et que le KICS a une bonne emprise. Donc maintenant, nous souhaitons renforcer l'utilisation du KICS dans les pays partenaires en s'assurant qu'il reste pertinent en termes de recherche et de données probantes. Et le partenariat du KICS avec la société civile, les ministères de l'Éducation pour traduire la recherche et les données probantes en action. Donc je suis ravi d'entendre ce que vous avez à nous dire aujourd'hui et je vous souhaite à tous une excellente seconde journée du colloque. Merci. Merci à tous les deux. Merci Nasser, Margarita, pour votre excellente intervention.
Je suis maintenant très heureux d'accueillir notre panel pour aujourd'hui qui va se concentrer sur l'idée de transformer les données probantes en actions avec un focus sur le PPE. Donc, ce sera modéré par le directeur de l'UNESCO basé en Suisse. Elle recherche pour le pôle Asie-Pacifique basé à NORAG. Donc, Gita, c'est à vous pour présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Ian. Quelqu'un dans le chat a dit bienvenue à la deuxième journée de cette initiative. Et comme vous savez, c'est la science, la politique, la recherche appliquée et l'adoption de ces recherches. Donc, c'est pour ça que le CRDI et le GPE ensemble ont assemblé un panel composé de chercheurs et d'utilisateurs ou de politiques, de décisionnaires. Donc, j'aimerais vous présenter les collègues qui vont parler après une brève introduction. Et on aura également du temps pour lire vos commentaires dans le chat. Donc, vous pouvez taper vos commentaires et bien sûr après dans les salles d'atelier. Je suis ravi de vous présenter les panélistes suivants. Tout d'abord, Dante Castillo Canales. Il est directeur des pratiques éducatives à Suma. Il est basé au Chili et il a travaillé sur des projets basés sur le lien entre les données probantes dans le domaine de l'informatique. Il est également chercheur sur le projet de KICS, de mise à l'échelle du perfectionnement professionnel des enseignants au Ghana, Honduras et en Ouzbékistan. Et on dit maintenant GPT at scale parce que c'est plus court. Nidia Montoya, bienvenue à vous, directrice technique pour le programme de coopération au bureau d'éducation du Honduras. Notre troisième intervenant sera Vilasak Virapan. Il est chercheur et directeur de la mise à l'échelle de l'enseignement au Laos pour le PDR et il travaille sur le projet KICS, adaptation, test et mise à l'échelle pour l'éducation à la petite enfance au Cambodge, en Laos et en Tanzanie. Le projet est abrégé comme sous le nom Learn Plus, Learn Plus. Vilasak est également coprésident du groupe de recherche et un membre du comité de pilotage du KICS au Laos. Ensuite, notre dernier intervenant, Sipapon Manivan, directeur de l'éducation à la petite enfance au ministère de l'Éducation et des Sports au Laos PDR. Et enfin, après la discussion, je suis très heureuse de donner la parole à l'honorable Clémy Mwira, qui a tenu des postes différents au sein du gouvernement du Kenya au niveau de l'éducation supérieure, notamment en tant que ministre adjoint pour la science et l'éducation et est actuellement directeur de education.org pour Africa. Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir tous, les membres du public. Je ne vous oublie pas et j'espère que je pourrai vous faire parvenir à la discussion. Nous allons avoir une discussion qui va commencer par une petite description rapide des... Dante, I think the floor is yours. Thank you very much, Gita, for the introduction. Merci beaucoup, Rita, pour l'introduction et pour la direction de ce panel. Juste pour donner un petit peu de feedback historique, en fait, on appelle cela le TBD scale. C'est ainsi que nous identifions ce projet qui a été développé de manière spécifique dans 3 pays, au Ghana, au Ouzbékistan et Honduras. 3 pays, très contextes complètement différents, diversifiés, pour pouvoir une adaptation et une mise à l'échelle des approches. Le projet a été
mis en place pendant l'épidémie. Donc, notre capacité d'adaptation était considérable dans ces scénarios complètement différents. Donc, l'idée, en fait, du projet était de savoir comment améliorer le développement professionnel des enseignants pour continuer à améliorer l'enseignement dans les classes. C'était ça l'idée principale du projet, et puis d'identifier comment les informations, les TIC, les technologies d'information peuvent être utilisées pour cette mise à l'échelle et dans l'intersection entre TPD et ICT. Les TIC peuvent être combinés, en particulier pour améliorer l'égalité et l'efficacité du système dans ces trois pays, le modèle TPD. Donc, je dirais qu'en fait, notre projet dans ces trois pays, et en fait, l'idée était d'identifier comment est-ce que ces systèmes peuvent répondre à des modèles avec une médiation de technologie. Donc, c'est ça, c'était ça le projet. Peut-être qu'on pourra discuter plus tard de quelques-uns des résultats de ce projet. Merci beaucoup, Dante. Je passe la parole également pour le projet Learn. Allez-y. Oui, merci beaucoup, Gita. Euh, Bonjour à tous. Bon après-midi. Je vais donner une peu brève introduction du projet en fait de Learn Plus, qui est plutôt une subvention globale de GPE, un projet de recherche qui vise à adapter, piloter, tester et mettre à l'échelle un modèle d'éducation pré-primaire accéléré, sensible au genre au Laos et Cambodge et en Tanzanie. Trois pays ont adopté le modèle dans leur pays et on sont à différents stades de mise en œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'expérience du Laos. Le modèle d'éducation pré-primaire du Laos est appelé également Summer Pre-Primary, SPP, ou c'est un programme accéléré intensif qui aide les enfants défavorisés, en particulier les filles dans les zones rurales, isolées, les communautés ethniques qui n'ont pas accès à l'éducation de la petite enfance, à mieux se préparer à l'entrée en première année et à la réussite. Il s'agit d'un programme holistique qui vise à développer les aptitudes physiques, linguistiques, cognitives et socio-émotionnelles des enfants en mettant l'accent sur l'apprentissage de la langue laotienne, qui est la langue officielle d'enseignement dans les écoles. Le programme est appliqué 6 heures par jour, 5 jours par semaine, y compris avec des activités ludiques à l'intérieur, à l'extérieur. Il intègre des approches d'enseignement inclusives et sensibles au genre et fait la promotion d'une alimentation saine et d'une bonne hygiène. Le programme comporte une forte composante d'engagement parental, en particulier les enfants, les mères, les pères, les autres personnes qui s'occupent des enfants et avec une participation à l'apprentissage des enfants, la fabrication de jouets, le matériel d'apprentissage, également la préparation des repas scolaires. Le modèle a été développé par la Mother Child Education Foundation basée en Turquie pour servir les enfants turcs et syriens défavorisés. Il a été adapté, testé, étudié en profondeur en République démocratique populaire du Laos. C'est ce qu'on fait et les principales conclusions en fait du projet de recherche en, de, nous allons en discuter un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dante. Et Vilastac, on va parler un petit peu de ceux qui produisent des recherches et ceux qui utilisent la recherche. Il n'y a pas de séquence là, mais commençons déjà par voir ceux qui sont impliqués. Comment est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que, dans quelle mesure c'était différent dans les d'autres projets de recherche sur lesquels vous étiez impliqués? Quelles sont les techniques et les stratégies que vous avez utilisées pour entreprendre les recherches à une étape ultérieure ou à l'étape actuelle? Allez-y. Je crois que
Gita, je pensais effectivement à cette question et je pense que l'une des leçons ici, probablement, ce serait, il y a, parfois c'est très difficile entre les producteurs et les utilisateurs, en particulier quand on est sur le terrain, on est en train d'essayer de prendre des décisions pour trouver des solutions pour arriver à toucher des gens, par exemple des professeurs dans des régions défavorisées ou marginalisées. Alors, quelle est la meilleure manière d'arriver à atteindre ces enseignants de manière collaborative avec le ministère de l'éducation, avec les responsables qui travaillent au niveau national ou local pour identifier. Donc, d'une certaine manière, quand on dit, voilà, il y a un modèle qu'on veut tester, ce modèle devrait être structuré avec les acteurs locaux. Donc, je dirais que ça, c'est complètement euh, appliqué avec la désignation. Je commence et mis en œuvre. Il y a une approche collaborative en termes de comment travailler avec les parties prenantes principales qui travaillent dans le pays. Donc, par exemple, au Honduras, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, nous travaillons avec les agences locales, avec les centres régionaux pour le développement professionnel des enseignants. Nous travaillons avec les universités, les chercheurs au niveau des universités, les universités en Honduras, avec différents types d'acteurs locaux pour essayer de mobiliser ce type de modèle. Donc, quand on travaille à identifier comment est-ce qu'on veut mettre en œuvre ce projet, vous savez que devez vous adapter à tout cela afin de pouvoir vous y intégrer. Alors, Dante, peut-être qu'on peut également vous dire, peut-être vous essayez toujours de valider ce que vous faites ou même dans la conception du projet dès le départ, ou est-ce qu'il s'agissait plutôt de partager des résultats provisoires avec des séances qui essayent de porter du sens à tout cela pour essayer de comprendre ce que vous avez trouvé ou est-ce que c'est aller un peu plus loin au niveau de la conception de la co-construction. Donc, comment est-ce que vous avez fait cela au niveau de l'apprentissage? Comment est-ce que vous êtes assuré au niveau du projet, de ce qui a été utilisé? Oui, merci beaucoup. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ce modèle était très efficace, en particulier pour donner l'accès pour les études primaires. Donc, ce qui a été fait avec la co-création au niveau du ministère de l'Éducation et des Sports, c'est que nous avons discuté ensemble et nous avons établi ce qui doit être fait et, euh, et après cela, nous avons agi avec un plan d'action et nous sommes joints ensemble pour faire la recherche. C'est ça que nous avons fait. Donc, nous avons trouvé, en fait, que c'est quelque chose, c'est une recherche plus interactive parce qu'on travaille ensemble avec une planification ensemble et la mise en œuvre aussi, on l'a fait ensemble pour l'accès et on a trouvé effectivement que le résultat de la recherche était plus, ça améliore l'acceptation et également la reconnaissance au niveau de la hausse. Et aujourd'hui, c'est reconnu comme une approche innovante pour avoir plus d'impact sur les gens dans les régions éloignées, en particulier les petites communautés où il n'y a pas d'autres types d'intervention. Donc, cela inclut aujourd'hui dans le plan d'action du secteur de l'éducation. Donc, il s'agit également d'offrir des données probantes et également du savoir pour générer, de soutenir le gouvernement pour pouvoir adapter ce modèle et le mettre à l'échelle. Donc, c'est ça qui s'est passé au Laos. Merci beaucoup, Vilasek. Encore une question pour les chercheurs et ensuite je vais passer la parole aux décideurs politiques. Vilas, vous avez parlé, donc, et Dante, vous avez également parlé de la
de Honduras. Comment est-ce que qu'est-ce que et là, on parle de comparaison. Comment est-ce que vous assurez que le premier pays où vous faites des recherches ou d'une étude de Honduras ou autre, cela ne devient pas plutôt à une norme pour les deux autres pays, que vous avez encore une ouverture pour les situations particulières des deux autres pays? Comment est-ce que vous assurez que vous n'allez pas juste transférer cette expérience vers les deux autres pays? Oui, avant, je voudrais plutôt retourner vers, en fait, au Laos, comme je l'ai dit au début, si les pays ce qui est adapté aux différents pays, donc au Laos, en travaillant de manière étroite avec le gouvernement pour euh, nous assurer que la recherche peut apporter une valeur ajoutée et qu'il soit utile au ministère de l'Éducation afin de pouvoir les utiliser dans leur processus d'amélioration des politiques. Et nous comprenons que, pour le Cambodge et la Tanzanie travaillent de manière très étroite avec le gouvernement pour s'assurer que le travail est contextualisé à leurs besoins. Et aujourd'hui, il s'agit d'introduire contexte parce qu'au Laos, par exemple, au Cambodge, c'est uniquement 8 semaines. La Tanzanie, c'est encore un autre planning. Donc, ça, c'est pour cela qu'on travaille ensemble et on a du soutien du Canada qui apporte une assistance technique pour nous aider. D'accord, merci beaucoup, Villasec. Gita, en fait, dans notre cas, je dirais deux choses. D'abord, c'est que nous travaillons dans les trois pays en même temps, donc c'est difficile. Ça a été difficile pour ce type de mode de séquençage en passant d'un pays à l'autre. Tous les trois pays avancent en parallèle. Donc, il y a chacun forcément qui pense qu'on va apprendre pendant le processus, on apprend de cette évolution, cette mise en œuvre, mais également, je dirais, il y a une espèce de force au niveau des situations locales des pays, parce que quand vous réfléchissez à appliquer tout cela ou à mettre en œuvre une action spécifique, les circonstances locales d'un pays, d'une certaine manière, vont vous pousser à vous adapter, à vous réorganiser, réorganiser les idées ou les activités que vous voulez mettre en œuvre en raison des besoins locaux spécifiques. Donc, il y a des facteurs et des forces qui vont vous pousser à avoir ou à essayer d'avoir cette cohérence de point de vue de comparatif et puis d'être très flexible dans les actions par rapport aux besoins spécifiques des pays dans lesquels on travaille. Et dans notre cas particulier, donc peut-être ça, c'est quelque chose à adopter pour les discussions. Peut-être que ça a été un choix de conception qui s'est fait par hasard, mais qui a été positif, le fait d'avoir commencé à travailler dans les trois pays en même temps, parce qu'autrement, il y aurait toujours eu ce risque d'imposer l'approche du premier pays aux deux autres. Alors maintenant, je vais essayer de voir si je vois quelque chose en termes pour les chercheurs, une question peut-être. Je vais demander à Viro, oui, au Zimbabwe, est-ce que c'est lié au point que nous venons de discuter? Est-ce que vous voudriez prendre la parole? Oui, je voudrais partager quelque chose, comment la recherche est faite au niveau des ministères de la recherche scientifique au Zimbabwe. Oui, allez-y. Soyez brave, mais allez-y, s'il vous plaît. Alors ici, on regarde les problèmes au niveau des communautés et puis une fois qu'on a regardé ces problèmes au niveau des communautés, on fait de la recherche pour résoudre ces problèmes au niveau des communautés afin de résoudre ces problèmes. C'est ça que nous apprenons à nos étudiants au ministère de la Recherche scientifique
d'arriver à des solutions à travers la recherche pour résoudre les problèmes au niveau des communautés. Merci, merci beaucoup. J'ai vu également une autre question qui venait de Daniel. Peut-être que je peux juste l'expliquer. La question de Daniel, c'est comment est-ce que la, on se fait la transition d'un projet, d'action et qui est financé par une agence externe qui mène à l'adoption d'une action financée par le gouvernement en soi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement de comment est-ce que le gouvernement apprend, mais comment est-ce qu'ils institutionnalisent les conclusions. Donc, c'est une bonne transition pour passer la parole à nos représentants des gouvernements et Nidia en particulier. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'utiliser votre prénom. Alors, Nidia, est-ce que vous voudriez bien nous dire comment est-ce que vous intégrez la recherche et en quoi cela est différent ou similaire à d'autres projets sur lesquels vous travaillez au niveau de votre gouvernement? N'importe qui peut prendre la parole, allez-y. Si, si Falcon, peut-être? Lydia? Por la oportunidad. Bonjour, oui, merci. Proyecto implementado en Merci pour cette expérience. C'est un projet qui est mis en œuvre, oui, oui, qui arrive au Honduras en particulier, alors que nous concluons notre première année d'administration gouvernementale et cela nous donne la tranquillité ou l'assurance de savoir que nous pouvons maintenir un tel projet dans les délais. Et c'est important de voir que les trois composantes que nous avons proposées avec la formation des enseignants, la recherche, la technologie, qui sont exactement les trois composantes pour l'institution où Souma va nous joindre, qui c'était notre principal interlocuteur dans notre processus. L'accord que nous avons obtenu avec le secrétariat à l'éducation, c'est que nous n'allons rien faire de différent de ce qui se faisait avant. On a l'intention d'analyser la réalité et de là refléter, réfléchir à ces pratique. Cela nous a offert l'opportunité avec le fait d'avoir une institution consacrée à la formation des enseignants avec un processus de formation qui pourrait connaître toutes les étapes de formation formelle pendant les premières étapes de l'identification des enseignants, quels sont les profils que nous ciblons, quels sont leurs besoins et d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut offrir des services de formation qui soient plus égalitaires et plus accessibles. C'est là que nous avons décidé de reprendre une expérience qui était déjà mise en œuvre, une action opérationnelle où nous pouvions analyser l'objet et l'objet plus large et stratégique qui nous a permis d'établir un modèle qui pouvait être mis à l'échelle pour répondre aux besoins de notre population. Nous avons commencé avec la mise en œuvre. Il était nécessaire d'intervenir sur certains aspects parce qu'on doit se souvenir que à l'année 2022, nous avions, en raison de la pandémie, la technologie était une option à certains moments et dans le contexte actuel, nous étions au niveau de la pandémie et nous pouvions le faire de manière naturelle. Et là, le point de mise en œuvre, mais également la gestion du projet en elle-même, nous espérons que Dante et son équipe pourront nous aider. Nous espérions qu'ils pouvaient nous aider en février 2022, mais ce n'était pas possible. Donc, nous avons travaillé sur la mise en œuvre essentiellement à distance et les accords que nous avons obtenus, nous, les institutions, la participation de l'Université de Francisco Manzanaco, et nous avons, avec le secrétariat de la formation des enseignants, avec le ministère de l'Éducation et qui gère l'aspect de la formation sur le terrain. Nous n'allons pas créer des structures,
en fait, ce que nous avons pu atteindre, c'est le développement d'une capacité au niveau du secrétariat qui peut nous donner des ressources sur la formation des enseignants. Et nous avions un grand nombre de professeurs ou d'enseignants formés qui pouvaient nous aider dans le processus de prise de décision. Et nous pouvions également maintenir un processus de formation qui était plus en ligne avec les besoins de nos enseignants. Donc, si j'ai bien compris, dans le cas de Honduras, c'était un projet pilote en cours déjà. Vous, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, et vous avez utilisé la recherche pour mieux documenter et comprendre ce qui se passait, n'est-ce pas? Le cours, nous avons pris le cours qui était mis en œuvre de manière déjà et nous l'avons adapté au nouveau modèle. C'était cela. Donc, c'était ce que le système avait déjà en place et nous avons essayé de le modifier pour que ce soit beaucoup plus efficace avec les conditions qui étaient en place. I can maybe I hope we didn't lose you. Yes, สบาย please. ดีทุกท่าน The floor is เจ้า yours. สบายดีเจ้าก็แสดงความขอบใจเนาะที่หน้าทางผู้นำพาการดำเนินกองประชุมก็ได้กล่าวถึงเนาะข้าพเจ้ามีความเป็นเอกภาพนำกับนำเสนอเพราะว่าโครงการที่พวกเราจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันเนาะดังที่นักค้นคว้า Le projet sur lequel que nous mettons en œuvre ensemble avec nos chercheurs, dont a parlé M. Villassac, l'important, c'est que les résultats de la recherche sont exploitables et soient cohérents avec la stratégie de développement pour l'éducation à la petite enfance. Et j'espère vraiment que la mise en œuvre de ce projet de recherche va également nous donner des résultats solides pour valider avec les enseignants et les pratiquants pour vraiment comprendre clairement avec la préparation. Ça, ce sont vraiment les besoins pour renforcer les capacités des enseignants qui vont pouvoir aider les enfants avant l'école primaire, donc en pré-éducation. Et ça permet également d'améliorer les opportunités d'apprentissage pour les enfants vulnérables, les enfants dans les zones rurales. Ok, donc le son n'est pas assez bon là pour la traduction, le traducteur laotien. Alors, ce qui est important, สนับสนุนเนาะที่ดี et ce qui contribue à notre développement au niveau de l'éducation et qui a aidé le Laos jusqu'à présent. Merci beaucoup à ce que Sipapon a mentionné pour le GPE et pour l'ensemble des projets du KIX et du CRDI, c'est d'être aligné sur les plans des secteurs éducatifs, les stratégies qui sont appliquées à l'heure actuelle. Et au-delà de la première phase du FIX, le KIX 2.0 essaye de s'aligner sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans les différents pays. Donc je pense que Sipafon nous avons bien compris ce qu'elle voulait nous dire. Ça fait partie de la stratégie que vous mettez en place de toute façon, que vous utilisez, tirer les enseignements des recherches pour renforcer vos propres plans. Et je pense que c'est vraiment l'esprit de KIX 2.0. Donc une question pour vous. J'ai vu que le professeur David Frost avait fait un commentaire et d'autres collègues également. Bachir, je crois, avait dit parler de l'importance d'inclure les enseignants, les pratiquants au projet de recherche. Est-ce que je donne la parole à Bachir ou à David Frost ou est-ce que ça suffit que j'ai répété votre commentaire? C'est à vous de voir.
Yes, please, David. Ah, David, allez-y. Oui, ça m'intéresse énormément la façon dont les recherches dont j'ai entendu parler ont l'air d'être ouvertes à la participation. On parle des parties prenantes, mais les parties prenantes les plus importantes, ce sont les enseignants eux-mêmes. Donc, moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette idée de travailler avec les enseignants qui, bien sûr, comprennent bien leurs besoins et ont également les capacités de s'entraider dans des scénarios d'apprentissage professionnel. Donc, je me demande si c'est quelque chose qu'on partage, cet engagement de s'assurer que les enseignants sont des participants actifs au scénario de recherche et de développement. C'est une très bonne question. On dit que le KIX, le X, veut dire échange, exchange en anglais. Donc, le professeur David Frost de l'université de Cambridge, professeur émérite, lui veut dire qu'il faut qu'il y ait également un échange entre enseignants qui participent et qu'ils soient en fait inclus comme chercheurs eux-mêmes dans ces projets. Cette question s'adresse à la fois aux chercheurs et aux décideurs politiques. Comment vous faites pour inclure et donner les moyens aux enseignants de faire partie de ces projets de recherche? Est-ce que ça fait partie de vos plans et comment vous faites? Oui, Dante? Oui, c'est une très bonne question. Je me disais à ce sujet, cette idée de comment faire pour avoir une approche participative, c'est intéressant de réfléchir à la façon dont la bureaucratie, les fonctionnaires, la structure au sein des ministères se forme et comment elle est composée. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, en fait, qui participent à cela. Donc, en ce sens, on a des gens de la profession, des enseignants, au sein des ministères de l'Éducation. Donc, parfois, ce genre de profil vous aide énormément à identifier ces enseignants clés dans les zones locales pour les intégrer au projet. Donc, je crois que c'est important et pour nous, extrêmement important d'incorporer ces enseignants et les acteurs locaux à la conception des solutions. Donc, je pense que c'est un composant clé. Si on peut les identifier, si on doit identifier les composants clés pour ce genre de recherche participative, ce serait évidemment de les incorporer dès le début du projet et jusqu'à la fin. C'est ce qu'on essaye de faire. Et je ne suis pas sûr qu'on réussisse toujours, mais nous pensons que ça aura une incidence sur les résultats de ces recherches. Alors pour Learn Plus, ce sont des enseignants de maternelle, n'est-ce pas, ou pré-maternelle? Et puis oui, également en école primaire, je voudrais vous parler de Learn Plus. Dante en a parlé, que impliquer les enseignants au processus à partir du planning. Alors, quand on développe les outils, ils sont également impliqués au processus. Et c'est également une réflexion basée sur leurs commentaires. Par exemple, si on développe les outils ou même les documentations de formation, on les implique également parce qu'ils comprennent très bien le contexte et ce sont eux qui vont mettre en œuvre. Donc, ils savent si c'est faisable ou non. Donc, les intégrer au processus, les impliquer depuis le début et tout au long du processus, c'était une excellente solution. Et c'est ce qu'on fait pour le projet Learn Plus. Pas seulement au niveau national, mais également au niveau des districts et même au niveau des écoles et au niveau communautaire. Alors, je viens de voir une excellente question du professeur Hassan du Bangladesh. Soumara, vous voulez poser la question vous-même? Alors, je vais vous lire sa question. Je vais même la développer un peu si ça ne vous ennuie pas. Donc, le TPD at Scale
ce projet qui implique le Ghana, le Honduras, l'Ouzbékistan, et le projet Learn Plus qui implique le Cambodge, le Laos et la Tanzanie. Alors, ce sont 3 pays complètement différents avec des contextes très différents. Donc la question c'est, voilà Somara qui va vous poser la question elle-même. So the question, well, Yes, yes, thank go you very ahead. My Hi, internet Sumer. connection is really bad. So can you hear me? Donc ma Yes. connexion n'est pas très bonne, vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y Somara. Alors, il semble qu'on a un problème de connexion. Actually, in Voilà. Bangladesh, we also Au have Bangladesh, nous avons il y a une coupure de son. La liaison avec le Bangladesh a été coupée. so we are implementing a 5-country consortium project. Donc un projet sur 5 pays au Bangladesh. Il y a des similarités, mais il y a toujours beaucoup de différences entre les 5 pays, le Bhoutan, le Bangladesh, le Vietnam, le Népal et un autre que je n'ai pas entendu. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on essaye d'analyser nos données, on a découvert que on avait contextualisé des interventions similaires, mais les conclusions ne sont pas toujours les mêmes. Donc parfois, ça peut être très différent. Les étudiants, par exemple, quand on compare les données, on voit que souvent, il y avait... Alors le son avec le Bangladesh n'est vraiment pas bon. Je ne peux pas traduire en français, je suis désolé. Nous sommes impliqués dans ce processus pour voir quels sont les facteurs contextuels qui contribuent à ces résultats si différents dans des pays si différents. C'est ce qu'on essaye de déterminer à l'heure actuelle. Donc, je vous demande si vous avez des exemples spécifiques sur le même genre d'intervention, mais qui fonctionnent très différemment en fonction de 2 ou 3 pays qui sont impliqués. Et à votre avis, pourquoi? Thank you. Sorry for my Et internet. désolé pour la connexion qui n'était pas très bonne. Sumara, si on peut donner des exemples très concrets sur des projets que vous avez mis en œuvre dans différents pays et qui ont donné des impacts différents. Oui, par exemple, notre projet dirigé par le Bangladesh et l'intervention sur la pédagogie inclusive. Et c'est un modèle qui est, en fait, on a préparé le modèle sur la base des 4 pays, pas des 5, parce que le Timor-Est nous a rejoints, mais ces composants viennent de chacun des pays. Donc on a combiné, pour faire un modèle, on a combiné ces composants, et c'est le modèle de pédagogie inclusive, et notre cible, c'était les élèves. Et c'était également pour le perfectionnement professionnel des enseignants, mais notre cible, c'était les élèves, les étudiants. Donc, ça, c'est contextualisé, et chaque pays avait sa propre méthode. Et les interventions, les cibles étaient semblables, parce qu'on a identifié des contextes similaires dans ces 5 pays, des problèmes qui étaient très similaires dans ces 5 pays. Donc, on a ciblé les accomplissements des élèves, une meilleure participation en classe et le sentiment d'appartenance à l'école également qu'on souhaitait favoriser. Nous avons donc recueilli les données. Je suis désolé, Sumera, je dois vous interrompre parce que, pour des questions de temps, mais est-ce qu'on peut consulter votre projet? C'est un projet KICS ou c'est autre chose? C'est un projet PPE ou TPD. Si vous mettez un lien dans le chat, on pourra peut-être aller consulter ce que vous avez fait. Je pense que nos collègues seront très intéressés. Merci beaucoup. Et encore mes excuses pour la qualité
de la connexion. Donc, pour poursuivre sur la question de Sumera, d'après votre expérience, donc ça s'adresse aux chercheurs et aux décisionnaires, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez dire tout de suite qui ne sont pas transférables, des choses qui sont très spécifiques à un pays? On peut apprendre quand on fait des recherches et se dire, bon voilà, on a appris que ça s'appliquait uniquement à ce pays, mais pas à d'autres. Hein, ce genre de projet pilote ou d'innovation, la recherche nous dit qu'on ne devrait pas essayer de transférer les meilleures pratiques, qu'on devrait garder ces pratiques pour un seul pays. Est-ce que vous avez des exemples en tête, des choses qui sont vraiment très culturelles, très contextuelles et qu'on ne devrait pas essayer de transférer à d'autres pays? Ah, je joue un peu l'avocat du diable. Alors, je vais peut-être répondre en premier. Pour ce qui est de Learn Plus, c'est sur 3 pays, le Laos, le Cambodge et la Tanzanie. Et je peux vous dire que sur la base de notre expérience, je peux vous dire que ce n'est pas noir et blanc. Tout n'est pas transférable, mais je pense que le cadre, ça peut être partagé. Et évidemment, ça doit être adapté au contexte local, parce que des contextes différents ne peuvent pas faire un copier-coller d'une méthode. Il y a des choses différentes, des éléments différents du contexte. Et au Cambodge, ils ne peuvent pas le faire, peuvent pas faire ce qu'on fait au Laos. Par exemple, à cause des vacances, au Cambodge, les vacances ne font pas 10 semaines, donc ils doivent s'adapter. Et même chose en Tanzanie. Donc, si on peut se servir du cadre, mais pas faire un copier-coller de la méthode. Merci beaucoup. Il y a tellement de commentaires intéressants et je ne peux pas. Je vois que Trisha Wind, qui dirige le KICS, dit qu'on souligne beaucoup l'inclusion des enseignants. Trisha, vous voulez intervenir? Non? Non, je lisais le commentaire de quelqu'un d'autre. Tous les autres commentaires sont intéressants. Bachir a parlé, il a dit que parfois la loi elle-même inhibait les nouveaux projets, les tests. Donc, parfois, certains projets restent des projets pilotes parce qu'on ne peut pas modifier les lois. Dante, vous voulez dire quelque chose? Oui, très, très rapidement. Les trajectoires institutionnelles sont très difficiles quand on va d'un pays à un autre. Quand on voit certaines trajectoires avec des incitations, la façon dont le gouvernement est structuré, la façon dont c'est organisé, bon, ça, c'est très difficile à transférer, évidemment. Et comment on s'adapte à ça, ce genre de spécificité des différents contextes, ça, c'est un des composants clés pour être plus efficace dans notre travail. Et bien sûr, il y a une dépendance à ce niveau-là. Alors, je crois que c'est l'heure de passer la parole à notre collègue Neria, si elle est prête à partager ses observations. Maybe you have to unmute. Thank you, Yes, thank you, perfect. thank you, Gita. You asked me. Merci beaucoup, Guetta. Vous m'avez posé la question, ce sont des options, hein. Alors, juste pour dire que ça a été très intéressant, cette discussion, et je voudrais féliciter les chercheurs pour le travail effectué, en particulier avec cette capacité d'établir ce lien entre les personnes qui décident des politiques, mais également des gens qui sont sur le terrain. Pour les gens comme moi-même au sein du gouvernement et d'autres personnes. Et je voudrais également féliciter KICS-GPE, même d'avoir pu s'assurer que la recherche est liée à la recherche, ce qui est un élément critique avec d'autres donneurs
comme la Banque mondiale, avec toutes les statistiques également, mais il n'y a aucun moyen de s'assurer comment ces conférences internationales, ce travail est lié au fait, ce qui se passe sur le terrain, parce que les gens souvent qui assistent à ces conférences, ce sont les acteurs de premier ordre, etc. Et donc, cette conférence, c'est le fait de pouvoir établir ce contact avec les autres décideurs et les autres parties prenantes. Donc, la comparabilité est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir se comparer les uns aux autres en termes de subventions. Mais en fait, en regardant ce qui se passe, vous savez, les pays que j'ai évoqués, vous allez voir que je comprends que GPE porte sur les pays qui sont défavorisés en termes d'éducation. Mais la question, c'est qu'est-ce qui serait plus utile pour nous? Est-ce qu'il s'agit de comparer les pays qui sont les mêmes ou alors comparer des pays qui ont des problèmes? Tous les problèmes, en fait, ont des problèmes, à part le Vietnam qui a fait des avancées importantes, mais tous les autres pays ont des difficultés. Donc, je me disais, pour un projet comme ça, je voudrais, en tant qu'Africain, je voudrais voir comment je peux comparer ces pays qui ont des difficultés avec des pays avec le même niveau à un moment ou un autre, tels que la Corée du Sud, la Malaisie, le Singapour, et quelles sont les leçons que nous pourrions retenir de ces pays qui sont passés par la même chose que nous à un moment dans le passé, mais qui sont dans des situations très différentes aujourd'hui. Et parce que ces pays sont bien plus proches pour nous en tant qu'Africains ou pour des pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale. Ce sont des situations qui sont à des niveaux de développement qui peuvent être comparatifs plutôt que de se comparer à l'Amérique du Nord ou l'Europe ou autre. Donc, X, comment est-ce que ça peut nous donner l'opportunité de comparer des pays qui ont connu des choses similaires dans le temps, et comme les pays comme l'Afrique, la Corée du Sud, par exemple. Et j'espère que nous pourrons aller plus loin à ce point. Il y a un point qui a été soulevé aussi par rapport à l'équité. Nous ne voulons pas laisser qui que ce soit de côté. C'est quelque chose d'important. Et oui, l'éthique et les méthodologies d'enseignement inclusif sont extraordinaires pour combler ce type de lacunes, mais dans le même temps, euh, l'éthique et les approches inclusives sont extraordinaires, mais elles peuvent quand même créer des lacunes parce que c'est bien de pouvoir utiliser des technologies, mais quel est le pourcentage d'écoles dans un pays comme le Cambodge ou le Laos ou le Kenya ou la Tanzanie peuvent vraiment avoir accès aux TIC en raison de problèmes d'infrastructure, etc., etc. Donc, les TIC peuvent être utiles, mais peuvent également être un problème de manque d'équité aussi. De la même avec l'inclusivité, la sensibilité au genre. Combien d'enseignants peuvent consacrer assez d'attention à ce type d'aspect alors que nous avons un problème au niveau des enseignants pour l'enseignement public primaire pour qu'ils soient assez spécialisés sur ces thématiques. Mais encore une fois, combien d'enfants est-ce qu'on va pouvoir atteindre avec ces aspects-là? Est-ce qu'on ne va pas plutôt se retrouver à, en fait, développer encore plus, renforcer l'inégalité? Et l'idée est plutôt d'atteindre autant d'enfants que possible. Désolée, je vous demande pardon, chère modératrice, mais je voudrais dire que la co-création, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, on va développer les compétences des acteurs, des décideurs de politique afin de définir leurs propres priorités, de pouvoir concevoir des méthodologies, de faire de la recherche, de mobiliser des ressources. Et donc, c'est important qu'ils soient capables d'utiliser tout cela. Il est utile également d'intégrer les enseignants, non pas parce qu'ils sont enseignants uniquement, mais parce que ce sont les traits d'union quand il s'agit de termes d'efforts. Donc, cela permet de s'assurer d'avoir leur soutien dans la mise en œuvre de
de la politique. Et puis enfin, comment est-ce aurait avoir plus d'impact? Comment pouvoir, comme vous le savez, dans le projet, il n'y a pas de permanence. Il y a les gens changent de département d'une année à l'autre, où ils peuvent partir travailler pour les bailleurs de fonds ou autres. Donc, si on pouvait impliquer plus de décideurs politiques, ça serait génial. Et puis, en termes d'inclusion, une grande partie du plan d'action, c'est génial, mais il est également important de faire le suivi et s'assurer que ces idées sont incluses dans les plans d'action sectoriels nationaux avec un budget et qu'il y aura une manière de faire le suivi s'assurer de la mise en œuvre de tout cela. Et puis enfin, j'ai été un chercheur et décideur politique et je sais que l'obstacle principal pour l'utilisation de la recherche basée sur les données probantes, ce sont les personnes qui prennent les décisions en haut de la hiérarchie. Alors, quelles sont les politiques décidées au sein d'un pays et les prises de décision de l'éducation? Ça peut prendre un aspect très politique. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre ces gens? C'est les décideurs politiques et les technocrates, mais jusqu'à ce qu'on puisse avoir une communauté politique pour pouvoir travailler avec les ministères d'éducation et pouvoir se mettre ensemble avec ces gens, avec les experts, les praticiens, etc. Ce sera la meilleure façon de s'assurer que non seulement cette recherche, mais d'autres également, tout le reste est accessible et puisse être utilisé par les décideurs politiques. Oui, merci. Ça a été un plaisir de vous écouter. Vous êtes très éloquent et peut-être que pour les groupes de discussion pourraient reprendre certains des points soulevés par Kilemi. Je vais essayer de résumer quelques-uns et combiner avec mes propres observations également. J'espère que vous m'en voudrez bien. Donc, d'abord, juste pour reprendre, donc, clôturer cette séance, c'est comment est-ce que on peut éviter que les innovations soient juste accumulées ou ajoutées au système et deviennent institutionnalisées, qu'il y ait un changement durable qui arrive au niveau du pays. Et puis, deuxièmement, ça c'est un point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous qu'il a mis, mais je vais le dire comment est-ce qu'on peut apprendre des pays qui se débrouillent bien? Je crois qu'il y a beaucoup ici, comment dire, de rapports dans ce sens, en particulier pour la Chine, la Corée du Sud. Je sais que le CDE a produit plusieurs documents dans ce sens. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir plus de recherches dans ce sens, mais juste c'est bien, mais la question reste de qui est-ce qu'on peut apprendre et auprès de qui est-ce qu'on voudrait apprendre? C'est une bonne question. Et puis, troisièmement, c'est la question, et ça, c'est un point important développé par Kilemi, la capacité des décideurs politiques, non pas les chercheurs, mais les décideurs politiques. Comment est-ce qu'ils lisent la recherche? Comment est-ce qu'ils comprennent la recherche? Comment est-ce qu'ils l'appliquent? Est-ce que cela devrait faire partie des subventions de recherche fixes parce que cela porte sur la question de comment toucher les décideurs et les politiciens, comment les aider à lire et comprendre et interpréter la recherche. Un troisième point que j'ai pensé, je trouvais que c'était une bonne observation, c'est qu'on a parlé au niveau des pays, mais pas au niveau des régions rurales, au niveau des districts, des différences au sein d'un même pays. Je crois que c'est important de aller de la réflexion au niveau du pays, d'aller à l'inclusivité dans différentes situations au niveau des ethnies, des langues, etc., au sein d'un même pays. Donc ça, ce sont certains des points qui ont été soulignés. Je crois que c'est un excellent démarrage pour continuer à partager, à discuter, à réfléchir tous ensemble à ces études comparatives multi-pays que Geeks soutient. Merci beaucoup pour votre
participation active. Merci beaucoup à tous les collègues qui ont partagé leurs réflexions dans le chat. Je suis désolée que je n'ai pas pu réagir à toutes, mais j'ai essayé de réagir à quelques-unes.